Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette table ronde. Donc l'art de vivre à la française et si les savoir-faire disparaissaient. Je suis Camille Beau, je suis en charge du programme Maître d'art élève au sein de l'Institut pour les savoir-faire français. Je vais vous présenter les différents intervenants et faire une rapide présentation. Donc Jeanne Lamarquette, vous êtes chargée de projet formation et savoir-faire art aussi au sein de l'Institut pour les savoir-faire français. Christophe Kiefer, vous êtes directeur régional Grand Est Bourgogne-Franche-Comté AG2R La Mondiale, donc qui représente aussi la fondation d'entreprise AG2R La Mondiale pour la vitalité artistique. Anne Delaforge, vous êtes émailleuse sur métal. Et enfin, notre dernier intervenant, Clément Vino-Battistoni. Donc vous êtes élève de maître d'art et créateur graphique en gaufrage, dorage, dorure et incrustation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par savoir-faire art? Donc, c'est un élément qui est assez ancien et qu'on étudie depuis les années 80-90 sous couvert des pays asiatiques, notamment le Japon et la Corée, ont beaucoup fait pour le patrimoine culturel immatériel au sein de l'UNESCO. Sous le couvert de ces pays, l'UNESCO a j'ai envie de dire, essayer de promouvoir cela dans les différents pays qui ont signé la Convention de 2003 au sein de l'UNESCO. La France, bien sûr, s'est saisie de ce sujet à travers différentes actions. Une des premières actions a été la création du titre et du programme Maître d'art élève en 1994 qui vise à la promotion des savoir-faire arts, mais aussi à leur transmission et afin de reconnaître des détenteurs de savoir-faire art et qu'ils sont encouragés à les transmettre auprès d'élèves jeunes professionnels pour pouvoir le faire perdurer. Dans les années 2008, justement, un premier recensement a pu être fait sous couvert du ministère, ce qui a conduit à l'inscription à l'inventaire national de l'UNESCO et au niveau français de plusieurs savoir-faire et cette inscription continue grâce à toute l'action du ministère et aux différents acteurs qui sont présents ici. Et enfin, au sein de l'Institut, on a poussé ce recensement sur une région très précise qui est la Nouvelle-Aquitaine, où là, on a pu étudier les détenteurs et les savoir-faire pour essayer d'avoir un recensement le plus précis possible. Et dans cette idée de recensement, on a pu évoquer différentes problématiques qu'on a souhaité mettre en avant et pour ça on a trouvé un partenaire de choix dans AG2R La Mondiale. Donc Christophe, si je peux me permettre, qu'est-ce qui a conduit, alors c'est un groupe d'assurance, à s'intéresser à cette question des savoir-faire et après peut-être nous présenter le projet sur lequel on a pu collaborer. Oui, merci. D'abord, merci. Bonjour à toutes et à tous et merci de cette invitation. Situation particulière, je représente ce qu'on appelle un groupe de protection sociale, c'est-à-dire à la fois une société d'assurance de personnes qui mécènent effectivement les métiers d'art. D'où ça vient? Ça vient de notre histoire particulière qui est liée à l'évolution de la protection sociale en France. Le groupe AG2R La Mondiale est historiquement assez proche du monde artisanal parce que la construction de la protection sociale s'est faite de manière un peu affinitaire, on peut dire ça comme ça, et donc par secteur d'activité, par branche, etc. Et donc parmi les secteurs d'activité qui historiquement ont leur place, il y a les métiers de l'artisanat, les métiers de la bouche, enfin toute une série de savoir-faire, etc. Et au-delà de ça, il y a une dimension sociale qui est aujourd'hui incontournable dans un certain nombre d'entreprises, notamment dans un grand groupe comme le nôtre. Et nous, on a choisi de déployer sur deux aspects, à la fois d'un côté sur des sujets extrêmement sociaux en lien avec nos métiers, la protection sociale, où on a une action sociale très importante, mais je ne vais pas du tout l'objet aujourd'hui, je ne vais pas développer. Puis à côté de ça, un choix qui a été fait il y a quelques années de créer une fondation dite pour la vitalité artistique, avec quelques axes un peu déterminants, donc en matière culturelle, dont les métiers d'art.
Et on soutient dans ce cadre-là toute une série d'initiatives qui émanent des territoires, qui remontent parce qu'on est un groupe avec un certain nombre d'administrateurs paritaires et mutualistes. Il n'y a pas vraiment d'actionnaires, mais qui remontent par nos administrateurs. Et on essaie d'avoir ce biais métier d'art de manière un peu régulière. Je prends qu'un seul exemple, parce que je veux pas monopoliser. Je pense qu'il y a assez intéressant d'avoir les gens justement qui développent et les créateurs. Ce sera beaucoup plus intéressant que de m'écouter moi, mais je crois que on a soutenu l'année dernière en fin d'année par une dotation financière les représentations à l'Opéra National du Rhin de Casse-Noisette. Il y a rien de très original à soutenir Casse-Noisette à l'Opéra du Rhin en fin d'année, sauf que dans le cas d'Espèce, il y avait un énorme travail sur la création de costumes, et parce que c'est un opéra qui a, un des rares opéras encore, qui a des ateliers internes et qui font de la création, et donc là, il y a un lien très proche avec les métiers d'art. Donc on a souhaité, nos administrateurs, et on souhaitait porter cela dans ce cadre. On souhaitait s'intéresser plus spécifiquement aux métiers rares, parce qu'aujourd'hui, et vous l'avez dit, on le voit notamment à travers effectivement un certain nombre de choses qui se sont faites en Asie. Il y a des métiers qui sont reconnus, dont la valorisation, y compris économique, est extrêmement forte. Et puis vous avez à côté de ça toute une série de savoir-faire qui ont été un peu plus abandonnés, où les sujets de transmission et de formation sont beaucoup plus complexes. Et donc le choix, et je vais m'arrêter là, choix qui a été fait dans les orientations de notre fondation a été justement de se polariser spécifiquement sur les métiers d'art, rares, et d'essayer de voir comment une structure qui est la nôtre, qui réfléchit sur du temps long, qui accompagne les gens sur du temps long, puisse aussi à travers sa fondation accompagner la question de la formation et de la transmission et de la valorisation de savoir-faire qui sont extrêmement précieux, mais qui, pour une raison ou pour une autre, on peut un peu sortir des radars. Voilà. Merci, ça explique très bien la naissance et votre implication dans le projet Perdurare, donc un projet qui nous tient à cœur tous. Peut-être que Jeanne, à votre tour, vous pourriez présenter le programme et qu'est-ce qu'on entend par projet Perdurare. Du coup, le projet Perdurare, c'est un projet qui vise à recenser et valoriser les savoir-faire rares. C'est un projet qu'on a imaginé avec du coup la fondation AG2R La Mondiale pour la vitalité artistique en 3 grandes étapes. La première étape, c'était de définir qu'est-ce qu'on entendait par savoir-faire rare, parce que jusque-là, les choses qui avaient été faites étaient faites de façon empirique sur la notion de savoir-faire et de savoir-faire rare, mais il n'y avait pas de définition vraiment au sens propre, avec des critères objectifs, justement pour définir si un savoir-faire était rare ou pas. Donc ça a été la première étape. Ensuite, la deuxième étape, et peut-être la plus longue, c'était effectivement de passer au recensement des savoir-faire et de leurs détenteurs et détentrices au niveau national, donc c'est-à-dire la France métropolitaine, mais aussi les Outre-mer. Et la dernière phase, c'est le développement d'une plateforme numérique pour retrouver toute cette information qui aura été collectée durant le projet, pour la mettre à disposition du plus grand nombre, que ce soit le grand public pour prendre connaissance de ces savoir-faire, connaître en quoi ils consistent, qu'est-ce qu'ils produisent, comment ils s'inscrivent dans la vie économique française, et également des porteurs de projets, que ce soit des organismes de formation, des collectivités territoriales, des associations, des regroupements qui souhaitent mettre en place des actions et qui trouveront du coup sur cette plateforme des ressources pour mettre en œuvre une action qui leur semblerait adéquate sur leur territoire. Donc la première étape, comme je vous le disais, c'était la définition de ce qu'on entendait par savoir-faire rare. Donc on a réuni un comité scientifique avec plusieurs expertises
Donc des gens qui venaient de la formation initiale, de la formation continue, des personnes enseignantes chercheuses avec différents domaines d'expertise. Et des personnes qui venaient du monde de la culture. On a aussi interrogé des personnes extérieures pour mettre en place cette définition, donc que vous retrouvez à l'écran, qui peut être retrouvé également sur notre site internet, sur le site de l'Institut pour les savoir-faire français. Donc je vais pas la lire parce que ça prendrait un petit peu de temps, mais pour éclaircir quelques points, donc on parle de détenteurs et de détentrices pour inclure à la fois les professionnels qui mettent en œuvre ce savoir-faire dans une optique de production, ou de réalisation d'objets ou d'intervention quand il s'agit de restauration du patrimoine, mais également les anciens professionnels, par exemple, qui ont pu partir soit dans un autre secteur, soit partir à la retraite, mais qui ont encore la connaissance de ce savoir-faire. Donc après, c'est des savoir-faire qui vont travailler la matière dans l'optique de petites séries ou de pièces uniques, dans des manufactures aussi, mais également des savoir-faire qui peuvent se trouver en amont de la production, donc avec de la production ou de l'extraction de matière de façon artisanale. Par exemple, l'extraction de lauses artisanales qui seront ensuite utilisées par les lausiers couvreurs. Ou au contraire des savoir-faire qui arrivent à la fin du processus de production, qui sont des savoir-faire en lien avec la maintenance et la réparation de machines anciennes, parfois centenaires, qui sont nécessaires pour la mise en œuvre d'un savoir-faire. Par exemple, les métiers pour les tisserands à bois, c'est une mécanique qui ne s'apprend pas dans les formations de mécanique contemporaine. Donc on a établi, toujours avec le comité scientifique, 4 critères pour délimiter un niveau de criticité en fonction des savoir-faire rares. Donc ce sont des savoir-faire qui peuvent être détenus par un faible nombre de détenteurs ou de détentrices. Un autre critère, c'est le fait que ces savoir-faire n'ont plus ou n'ont jamais eu de cursus de formation. Soit parce que il n'y a jamais eu de diplômes qui ont été établis par le passé, ou s'il y a un diplôme qui existe, celui-ci n'est plus enseigné dans aucun établissement français. Là, je peux vous citer par exemple pour le métier de diamantaire, il existe un CAP tailleur de pierre diamant, option diamant, mais ce CAP n'est enseigné nulle part. Un autre critère possible, c'est même s'il existe une offre de formation, il y a peu de personnes qui sont formées à ce savoir-faire par an, et du coup ça peut mettre en danger le maintien de cette offre de formation qui peut être fermée justement par faute de suffisamment de personnes inscrites à la formation, ou ce trop faible nombre de personnes formées peut mettre en danger la continuité des générations des personnes qui détiennent ce savoir-faire. Et enfin, un 4e critère, c'est l'utilisation de matériaux qui eux-mêmes se raréfient ou qui sont soumis à des réglementations européennes ou même internationales. Là, je pense que cet exemple vous parlera à tous, mais l'ivoire, vous savez tous que l'utilisation de l'ivoire est très réglementée. Il y a d'autres matériaux qui sont également dans ce cas-là. Et du coup, ça contraint la pratique de certains savoir-faire, et notamment dans le cas de cet exemple-là, du savoir-faire d'ivoirier. Voilà, je continue. Donc la deuxième étape, c'était, comme je vous l'ai dit, la phase de recensement, donc de connaître, le nombre de savoir-faire rares qui se trouvent sur notre territoire. Donc pour cela, on a mis en place un questionnaire en ligne qui est disponible sur notre site internet, à la fois pour récolter les déclarations spontanées des détenteurs ou des détentrices, qu'ils soient professionnels ou à la retraite ou
exerçant une autre activité, ou il y a également un questionnaire pour les personnes qui ont connaissance d'un savoir-faire et d'un détenteur près de chez eux ou d'un endroit qu'ils ont pu visiter par le passé, pour justement attirer notre attention sur ce savoir-faire. Donc on a également mis en place un comité de décision qui fait appel à d'autres personnalités extérieures à l'Institut pour nous aider à déterminer si ces savoir-faire correspondent bien à la définition et aux critères, pour compléter avec des informations qu'ils ont en leur possession. Et pour continuer sur cette optique d'intelligence collective, on a aussi mis en place des groupes de réflexion sur les territoires, sur certaines thématiques, et notamment la thématique de la formation et de la transmission, avec des acteurs des différentes régions, pour réfléchir aux enjeux, aux problématiques rencontrées par ces savoir-faire et aux solutions ou aux initiatives mises en place sur les territoires pour essayer de relever les bonnes pratiques, justement pour nourrir ensuite la plateforme avec des fiches explicatives afin de dupliquer ces initiatives qui ont réussi pour d'autres savoir-faire rares ou pour d'autres territoires qui souhaiteraient mettre en place des actions similaires. On a parlé de la naissance du projet et de son état actuel. Quelle est la suite ? Alors la suite pour le moment, c'est le développement de la plateforme, la poursuite également du recensement. Recensement probablement qui continuera au-delà de la fin du projet, parce que les savoir-faire sont vivants, ils évoluent. Donc il y aura toujours de l'information à trouver, à aller chercher, à avoir connaissance. Donc c'est un projet qui va continuer dans le temps pour le recensement. À date, quelques chiffres. Donc c'est des chiffres qui peuvent encore évoluer. Pour le moment, on a recensé plus de 130 savoir-faire rares, maîtrisés par près de 260 détenteurs et détentrices. Donc une grande majorité de ces savoir-faire-là répond aux critères d'absence de formation. Il n'y a plus aucune formation pour être formé à ce savoir-faire. Les régions, en tout cas les plus représentées, en tout cas celles pour lesquelles on a eu le plus de détenteurs ou de détentrices qui se sont manifestés, c'est parmi les 4 grandes régions de la France, donc notamment la Nouvelle-Aquitaine, l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est, qui a le plaisir d'accueillir ce très beau salon Résonance. Donc voilà, ce sont des territoires déjà riches en métiers d'art, et on le voit qu'ils sont également riches en savoir-faire art. Ouais, voilà, non, j'en ai un peu. Après cette présentation un peu institutionnelle et du projet Perdu Harari, il est temps maintenant de l'illustrer avec des professionnels. Donc Anne de la Forge, quel est votre savoir-faire et pourriez-vous nous le présenter rapidement ? Bonjour, merci de votre présence, merci de votre invitation et de mettre en lumière justement nos métiers rares. Je fais partie de la petite famille des émailleurs sur métaux. Au dernier recensement du syndicat professionnel des émailleurs de France, nous étions entre 120 et 150 sur le territoire, émailleurs métaux confondus, c'est-à-dire que nous avons à peu près 80, une centaine d'émailleurs d'art, c'est-à-dire dont je fais partie, où on est exactement orienté sur un émail particulier qui est sur l'or, l'argent ou le cuivre. Donc on est sur un émail d'orfèvre et de joaillerie. Et après, nous avons les émailleurs sur acier, où on est plus au niveau de l'industriel, devant la signalisation et également d'un travail de création contemporaine. Mon travail consiste en fait, en tant qu'émailleur d'art, à utiliser une poudre. Alors l'émail, je vais vous faire quelque chose de très simple. On est sur une silice très pure, je vais vraiment vous résumer, avec des oxydes qui vont donner des couleurs et d'autres éléments. Et la composition de ces 3 choses est en fait différente suivant le support.
Les émaux d'orfèvre ou de joaillier que j'utilise ont une silice très pure et on a effectivement du plomb dedans, donc ce qui veut dire qu'on travaille sur du cristal. Donc je vais superposer des couches de poudre de cristal les unes sur les autres avec autant de passages au four successifs et et sur du métal. Et c'est donc cette succession de couches de cristal qui va permettre à la lumière de passer et de rendre la matière en fait terriblement vivante, parce qu'on peut aller jusqu'à 10, 15 couches, voire plus, suivant la taille. Et cette matière qu'on croit en fait figée ne l'est absolument pas du tout, parce que la lumière va révéler une première couche, une deuxième, une troisième, et vous avez une matière terriblement vivante. J'ai rajouté à la difficulté d'être un peu isolé le fait de travailler cette matière d'une façon contemporaine. J'avais commencé par le bijou et j'ai trouvé la matière tellement fascinante que j'ai eu envie de la libérer sur des surfaces beaucoup plus grandes. Donc je crée en fait je suis revenue. Alors à la base, je suis architecte d'intérieur de formation et je suis tombée en amour devant ce métier. Donc j'ai tout lâché pour me consacrer à cet art. Et je travaille beaucoup sur de la création murale, sur mesure, et en même temps aujourd'hui avec d'autres savoir-faire, d'autres artisans d'art. Où on va allier justement sortir de nos zones de confort pour essayer de travailler ensemble et apporter finalement un autre langage, une autre signature et arriver à faire quelque chose de contemporain pour s'inscrire en fait dans la décoration intérieure. Donc je travaille là beaucoup avec, par exemple, vous avez Sacha Tognoli qui était bénisse d'art, avec qui on a créé tout un mobilier, vous le retrouvez sur le stand avec des pièces qu'on a travaillées. Je travaille aussi avec une tourneuse sur bois, vous retrouvez quelques pièces en commun avec Coralie Saramango. J'ai travaillé aussi avec les passements Trivérier. Voilà, comment réunir en fait nos matières et puis essayer de les enrichir et de faire quelque chose d'émotion et rendre cet émail visible auprès de vous tous, quoi. Voilà. Nos deux professionnels sont présents sur le révélation. Je ne peux que vous encourager à aller voir les stands par la suite. Anne, on parlait durant notre échange pour préparer cette table ronde sur le manque de visibilité justement des savoir-faire et notamment du vôtre. En quoi ce manque de visibilité impacte la perception qu'a le public de votre métier ? En fait, on connaît mal les émaux d'art. Il y a une période où on les connaissait. Moi, je vois passer du monde qui disait « je me souviens, quand on était à l'école, en centre de loisirs, on en faisait et tout, mais on n'en voit plus. » Et aujourd'hui, effectivement, on a tout un public et des professionnels aussi qui ne connaissent pas cette matière. Donc, souvent, je vois arriver, on dit « c'est de la céramique, non, ça ressemble pas, c'est peut-être de la résine, non, c'est du... » On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette matière vivante et terrible ? Et là, voilà. Et on sent quand même que, voilà, c'est pas tout ça, mais qu'il y a vraiment une mauvaise connaissance, une non-connaissance, en fait, de ce que sont les émaux d'art. Alors, en plus, je complexifie parce que je travaille en grand. Donc, déjà, ça n'aide pas non plus. Mais aussi beaucoup au niveau des professionnels. Donc, ce qui veut dire que moi qui travaille beaucoup avec prescripteurs, voilà, c'est toujours les questions qui reviennent. Les architectes, les designers, tout ça, connaissent mal la matière. Bon, heureusement, aujourd'hui, je travaille avec des designers et des architectes. Mais c'est ce problème de visibilité, de non-connaissance, parce qu'on n'a pas assez une production assez grande, et du coup, est-ce qu'on ne sait pas, on se pose des questions. Mais d'un autre côté, c'est un champ d'application extraordinaire, parce que ça veut dire qu'on peut se permettre de montrer plein de choses, et puis ça donne une vitalité, et puis une envie, voilà, d'y aller, et puis de vraiment le mettre en avant, quoi. Donc, une marge de manœuvre plus importante de cette méconnaissance. Quels sont les autres, au-delà de la visibilité, quels sont les défi majeur de votre métier et aujourd'hui ? Alors, le défi majeur déjà, il est purement de façon matérielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus qu'un seul fournisseur en France. Voilà, donc déjà c'est très simple, on dépend d'un seul fournisseur en France qui fait aussi des émaux pour des céramiques, mais on n'en a plus qu'un, donc on est dépendant de ça. La seule formation qu'il y a, c'est un CAP qui est à Limoges. Moi j'ai formé des élèves au sein de mon atelier qui sont partis à Limoges faire un CAP, mais enfin derrière il n'y a pas de suivi, il n'y a rien, quoi. Et en fait la transmission finalement se fait au cœur de nos ateliers. On n'a pas de transmission de nos métiers. Donc moi j'ai appris par un maître dans son atelier. Aujourd'hui, je fais des ateliers découvertes pour sensibiliser justement des élèves qui après vont en formation CAP, mais tout se passe voilà à l'intérieur et on n'a pas de pilier de distribution. Donc voilà. Mais ça veut dire aussi que j'ai presque pas envie de parler de disparition, j'ai envie de parler de désir. Je veux dire la rencontre entre la matière et le métier, c'est une histoire d'amour aussi. Et quelque part, on a envie de dire voilà comment
réveiller ce désir de venir connaître, comment réveiller ce désir de pouvoir la travailler, la transmettre, accepter à ce que tous nos prescripteurs, architectes ou autres, à ce que ah oui, il faut qu'elle ait une place, il faut qu'on les soutienne, que ça soit dans les formations, que ça soit voilà, il faut rester positif, voilà. Oui, avec, sortir de l'invisibilité, mais c'est possible. Tout à fait, avec heureusement que les prescripteurs sont là et que des projets comme Perdurare le permettent aussi. Merci pour votre intervention. On va passer à Clément. Donc, même question pour commencer. Quel est votre savoir-faire et est-ce que vous pourriez nous le présenter rapidement? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis graveur-imprimeur en gaufrage. Graveur-imprimeur en gaufrage, ça consiste à mettre en relief le papier en 2 étapes. Une première étape de gravure, une deuxième étape d'impression sur le papier. Personnellement, je le pratique de manière complètement traditionnelle. C'est-à-dire que la première étape de gravure, je la réalise à la main. Et l'étape d'impression également, donc machine manuelle, contrepartie à l'ancienne. Et l'idée après, c'est de faire du multiple. C'est un métier du domaine de l'impression qui permet voilà, de la création de bas-reliefs sur une feuille de papier, quel que soit son grammage. Vous arrivez à ce métier? Oh là, c'est une longue histoire. Pas tant. J'ai fait des études de graphisme après mon bac et j'avais besoin de mettre la main à la pâte. Donc je suis allé faire l'école Estienne en gravure. Donc on apprend encore la gravure dans 2 écoles, pas que dans 2 écoles, mais dans 2 écoles municipales parisiennes qui sont des anciennes écoles. Il y a l'école Boulle et l'école Estienne. L'école Boulle, c'est le meuble, c'est le mobilier. L'école Estienne, c'est le livre. Donc c'est l'impression, c'est la gravure pour impression. Et en fait, donc on y découvre tout le monde de la gravure. La gravure, elle peut être numérique, elle peut être chimique via l'acide, donc l'eau forte, tous les métiers de la taille douce. Et moi, j'ai découvert un outil qui est le burin. Donc le burin, c'est un outil qui a été rendu très célèbre par un graveur de la région, monsieur Albrecht Dürer. C'est un outil tout bête, c'est une lame d'acier trempée fichée dans un pommeau de bois. Et en fait, on vient comme ça créer du copeau dans le métal. Et en fait, voilà, moi c'est plutôt l'outil qui m'a charmé au début. J'ai essayé, j'ai pas trop échoué, donc ça m'a plu. Et en fait, l'idée d'enlever le métal directement, j'en suis tombé fou. J'ai continué par des stages où j'ai découvert... je voulais maîtriser l'outil parfaitement. Et finalement, dans la maîtrise de cet outil, qu'est le burin et dans la gravure en taille directe, la dernière étape, c'est le gaufrage. Donc j'ai fait un stage chez ma maître de gravure, Nathalie Chailloux, et elle était graveuse de gaufrage. Et voilà, j'ai découvert le gaufrage et depuis, je dors gaufrage. En tout cas, gravure. Au-delà justement de l'impression, vous créez aussi des objets. Donc là, je vais me tourner vers Christophe et notamment cette question du trophée. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Oui, merci, très rapidement. Dans toute cette démarche, il y a eu le souhait, effectivement, de valoriser spécifiquement une initiative, un projet à travers un trophée. Et ça s'est imposé en quelque sorte au sein de la Fondation de la Vitalité Artistique, parce que l'idée de marquer quelque chose à un moment donné, qui ne soit pas simplement nos modalités d'intervention habituelles, c'est des financements. C'est évidemment le nerf de la guerre et de l'accompagnement, et c'est important. C'est pas neutre, parce que quelquefois il manque pas grand chose, mais parce que c'est parce qu'il n'y a pas grand chose au départ que le projet peut ne pas se faire. Donc on intervient sur cela. Là, l'idée, c'était d'avoir une approche un tout petit peu différente et puis de le marquer. Après, la grande difficulté que peut avoir une fondation, une maison comme la nôtre, et c'est ce qui explique aussi le partenariat avec l'Institut, c'est évidemment comment on détermine les choses et la question du choix et de la légitimité du choix et des fondements de ce choix. Parce que voilà. Donc il a été souhaité effectivement de faire ça de manière très partenariale et de mettre donc en place un dispositif de trophée. Avec l'aide justement de Clément et de montrer son savoir-faire. Contrairement à Anne, on parlait de la visibilité, de ce manque de visibilité. Quand on a évoqué la disparition des savoir-faire, vous avez évoqué la question de l'IA qui change votre métier. Est-ce que vous pourrez développer un peu cette idée?
Alors, moi j'ai une particularité, c'est que mon métier de graveur imprimeur en gaufrage est pas du tout en voie de disparition. Il est en voie de transformation. C'est-à-dire que dans le gaufrage, vous en trouvez partout dans l'industrie de l'imprimerie. Dès que vous allez acheter un produit de luxe ou assimilé premium, par exemple, la base c'est le parfum, vous allez acheter un produit plutôt cher qui coûte pas grand-chose à produire, et ben nos amis des grandes maisons de luxe vont vous l'emballer de manière à vous faire comprendre pourquoi il coûte si cher. Donc on va vous mettre un petit gaufrage sur le packaging. Bon, on est plutôt content, ça fait du boulot. Mais du coup, c'est des industriels qui font ça, c'est pas des artisans. Donc mon métier se transforme. Aujourd'hui, la plupart des gravures du domaine de l'impression en gaufrage, elles sont faites en numérique. Donc c'est pas grave, le numérique c'est un outil. J'en ai fait très longtemps, c'est vachement bien. Donc je pense que dans le domaine de l'impression en gaufrage, 99% des gravures sont faites en numérique. Voilà, donc ça différencie le geste par rapport au mien. Moi j'ai une gravure manuelle, je vais passer un mois sur une gravure, alors qu'une gravure numérique peut être faite en 2 heures. Donc c'est pas la même valeur, c'est pas le même travail, c'est pas la même intention non plus. Et par rapport à l'IA, aujourd'hui on est en plein dedans dans mon domaine de la gravure et de la gravure numérique. Aujourd'hui, l'IA arrive et on peut programmer une gravure qu'on pouvait faire à la main avant, on peut la programmer en tapant sur son ordinateur. Je vous donne un exemple. Crée-moi un profil de CRS vers la gauche, avec un Z, donc le Z c'est la profondeur, avec un Z maximum d'1,6, dans un médaillon type baroque. L'algorithme, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, en fait c'est un algorithme. Il n'y a pas d'intelligence là-dedans, c'est un algorithme mathématique qui est entraîné pour répéter un calcul et en espérant qu'il tombe juste par rapport à ce que vous attendez. Donc l'algorithme va en fait créer une image et va la mettre en 3D. Cette image 3D, vous allez l'insérer dans votre logiciel de gravure numérique. Vous allez programmer les choses, vous allez lancer sur la machine qui va pouvoir travailler de jour ou de nuit, comme vous le voulez. C'est une évolution. Alors moi, je me pose la question en tant que dessinateur, graveur main, imprimeur main, où est l'acte de création ? Parce que la création, c'est pas seulement penser à une chose, c'est aussi le concrétiser. Moi, j'ai plein d'idées en tête. Il y en a certaines, j'arrive pas à les concrétiser, j'arrive pas à les dessiner. En priori, quand elles sont dessinées, j'arrive à les graver. Mais en tout cas, entre la pensée et le dessin, il y a une étape qui a toujours existé jusqu'à aujourd'hui. Je peux pas dire si c'est mal ou bien. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut faire le constat d'un changement, une évolution qui risque de toucher, en tout cas, mon secteur de manière assez forte. Du coup, si vous n'avez pas cette étape-là, qui est une étape importante dans la création, on peut imaginer que c'est dommage parce qu'on perd un savoir-faire, en tout cas une étape. Par contre, il y a tout un pan de mon métier qui sont les entreprises, les grosses entreprises, donc et effectivement le côté patronal, qui eux vont y voir quelque chose d'assez important, c'est le temps. Au lieu de faire une gravure, je dis n'importe quoi, même en numérique sans l'IA, on va y passer 3 jours. Bon, bah là, avec l'IA, on va peut-être y passer une demi-journée. C'est bien, on répond plus vite à la demande des clients. Effectivement, ils sont toujours pressés, les clients. La question, c'est qu'aujourd'hui, c'est un avantage. Demain, disons que dans une société de gravure numérique, on a 10 salariés, 10 programmeurs 3D, donc 10 graveurs numériques. Si au lieu de faire un travail en 3 jours, on le fait en une journée ou en une demi-journée, peut-être que dans 2 ans, il n'y a plus 10 personnes. Il y en a 5, il y en a 2, il n'y en a plus qu'une. Donc voilà, en tout cas, moi, mon métier perdurera un petit moment encore, donc on aura des marques de luxe et de la communication premium. En tout cas, les savoir-faire qui sont liés à ce métier évoluent très fortement. Et en tout cas, je ne sais pas s'il y a disparition, mais il y a très grande réduction des personnes qui pratiquent la gravure main et l'impression manuelle en gaufrage.